BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On continue bien sûr à vous donner un maximum de conseils et on parle à présent fiscalité parce que cette saison, il va falloir remplir ces déclarations, que ce soit en IR ou en ISF. Et Vincent Dupin est là pour nous donner toutes les clés pour ne pas faire d'erreur finalement. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de solutions de défiscalisation à l'UEFF. On va essentiellement se concentrer sur l'ISF, sur l'ISF 2015, histoire de voir quelles sont les opportunités qui peuvent encore se dessiner, quels sont les pièges à éviter. Déjà, pour bien remettre tout le monde dans le bon sens, qui est imposable à l'ISF cette année ? Alors, sont imposables d'abord les personnes qui sont domiciliées en France pour l'intégralité de leur patrimoine, qui soit situé en France ou à l'étranger. Mais également les personnes qui sont domiciliées à l'étranger pour les biens qu'ils détiennent et qui sont situés en France. On va déclarer au niveau du foyer, bien sûr une personne célibataire, cela s'entend, mais également les couples mariés, sauf exception, également les personnes en concubinage notoire ou les couples pacsés. Qu'est-ce qu'on doit exactement déclarer ? Qu'est-ce qui rentre finalement dans l'assiette ? Ça va être assez simple, puisqu'en fait, on va quasiment tout déclarer. Il y a certains biens qui sont exonérés, qu'on verra plus tard, mais effectivement, on va tout déclarer sur la base du patrimoine évalué au 1er janvier dernier, que ce soit les biens immobiliers, les biens fonciers, les comptes titres, les contrats d'assurance vie, les contrats de capitalisation, les titres de société, qu'elles soient sociétés civiles ou sociétés patrimoniales, les comptes bancaires, PEL, j'en passe et des meilleurs, les véhicules, les meubles meublants, etc. Et tout cela, il faut en connaître la valeur. Alors on imagine que pour tout ce qui est bancaire, on a des relevés qui nous permettent d'avoir à l'instant T la valeur de tout cela. Mais tout le reste, comment on fait pour estimer, pour déclarer finalement ? Soit effectivement on est soi-même suffisamment informé pour évaluer le bien immobilier qu'on détient, soit on fait appel à des professionnels, que ce soit des experts immobiliers ou tout simplement des agences immobilières pour avoir un peu la perception de ce que vaut ce bien immobilier, sachant que si les biens sont détenus par soi-même et à son propre usage, c'est assez simple. En revanche, lorsque c'est des biens loués, il va falloir effectivement non seulement évaluer le bien libre de location, mais également effectuer une petite décote en fonction de la durée du bail restant à échoir. Et après, une fois qu'on a rassemblé tous nos éléments, on se coltine les différents formulaires, j'imagine qu'ils sont nombreux. Presque, effectivement. On va commencer par déduire le passif. On va déduire les taxes d'habitation, les taxes foncières, toutes les dettes qui existent. Tout ce qui est certain, c'est ça ? Dettes réelles et certaines. C'est comme ça qu'est écrit le Code général des impôts. Et effectivement, une fois qu'on a déduit donc ce passif de l'ensemble des biens déclarés, on va appliquer un barème et déclarer, selon que la taille du patrimoine taxable, s'il est compris entre 1,3 million et 2,570 000, on va déclarer ça sur sa déclaration d'impôt sur le revenu. C'est relativement récent, ça fait 2 ans. Mais c'est la procédure simplifiée. C'est la procédure un petit peu simplifiée. On déclare simplement le patrimoine brut et le patrimoine net sur sa déclaration de revenus. En revanche, si le patrimoine représente plus de 2,570 000, on va procéder comme avant à une déclaration spécifique sur un formulaire dit 2725, ainsi que les annexes où on va déclarer, détailler tous les biens, leur nature et leur évaluation. On rappelle juste que ce seuil d'1,3 million, grosso modo, je le fais dans les grandes largeurs, c'est celui qui déclenche. Mais le fisc, lui, repart un peu en arrière et va jusqu'à 800 000 euros. Exactement. Si vous consultez le barème, il démarre à 800 000 euros. Il y a exonération de la partie inférieure à 800 000 euros, mais le barème démarre à 800 000 euros pour progresser. Il se déclenche à 1,3 million, mais on calcule, on compte des 800 000. Ça donne quoi, en gros Si on regarde, effectivement, ce barème est progressif, bien qu'il ait été figé depuis 2 ans. Il donne un ISF de l'ordre de 3 500 euros ou 3 800 euros plutôt pour un patrimoine d'1,5 million. Et on voit la progressivité, puisque sur un patrimoine du double, de 3 millions, on a un ISF de l'ordre de 15 500 euros, qui est presque 5 fois plus que l'ISF dû au niveau d'un patrimoine d'1,5 million. On a compris en vous écoutant qu'il y avait beaucoup de calculs, beaucoup de choses à prendre en compte. On imagine donc qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire, beaucoup de pièges dans lesquels on peut tomber. Quelles sont les 2-3 catégories sur lesquelles vous auriez envie d'attirer l'attention de nos auditeurs, nos téléspectateurs aujourd'hui pour réaliser finalement cette déclaration dans les meilleures conditions ? La première tentation, elle est normale, c'est de sous-évaluer les biens, voire de certains cas d'en omettre certains.
Il faudra quand même avoir en mémoire que le fisc, l'administration, a un délai nettement plus important de redressement sur une omission que sur une sous-valorisation. Donc, il est de 6 ans sur une omission, alors qu'il n'est que de 3 ans sur une sous-valorisation. Si on est joueur, il vaut mieux déclarer... Alors, mais gratter un peu sur la valeur. Tout à fait. Je ne conseillerais pas de déclarer un bien pour 1 euro. On n'a pas dit ça. Un euro, c'est équivalent à une jouer un peu. Okay. Donc effectivement, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que des concubins qui sont notoires, ou en tout cas qui peuvent être prouvés comme étant notoires par l'administration, alors qu'ils seraient éventuellement non imposables individuellement, deviennent imposables si on prend la totalité de leurs 2 patrimoines. Donc il faut s'en prémunir. La troisième précaution, c'est attention, les enfants majeurs, alors qu'ils sont rattachables au foyer à l'impôt sur le revenu, ils ne le sont pas au titre de l'ISF. Et donc, bien sûr, on n'intégrera pas leur patrimoine, mais qui en général est relativement faible. Par contre, on ne déduira pas les dettes, par exemple les emprunts étudiants. Donc les enfants majeurs sont traités à part. Si je détiens des biens en usufruit, il faut que je déclare la pleine propriété. Inversement, si je ne suis que nu propriétaire, je ne vais rien déclarer du tout. Ceci étant tempéré si je détiens ces droits au travers de sociétés civiles, par exemple. D'accord. Toujours une erreur, la résidence principale. Vous savez probablement qu'elle bénéficie d'un abattement qui a fait l'objet d'ailleurs de certaines tentatives. Bien. Donc la résidence principale, effectivement, elle bénéficie d'un abattement de 30% lorsqu'elle est détenue en direct. En revanche, au travers d'une société civile, cet abattement ne fonctionne pas. Ah oui. Voilà. Autre sujet délicat, c'est tout ce qui tourne autour de l'outil professionnel. Si je détiens mon actif professionnel au travers de parts de société, selon les empilements de sociétés que j'ai été amené à créer au fur et à mesure du temps, certaines peuvent ne pas être exonérées, contrairement à ce que je crois. Là, j'ai envie de vous dire, vous nous avez dressé des catégories qui sont assez faciles à appréhender. On avait la résidence principale, on avait les enfants. Il y a des tas d'autres biens, genre des trucs plus compliqués, comme les bois et forêts, les parts de groupements fonciers viticoles. Enfin bref, il y a des tas de biens qui sont peut-être plus difficiles à déclarer. Dans la mesure où les biens, notamment si on parle des bois et forêts, bénéficient d'un abattement de l'ordre de 75% lorsqu'ils sont détenus et on exerce une certaine activité d'entretien de la forêt, etc. Oui, ça peut paraître plus compliqué, mais on fera appel à des spécialistes pour évaluer la valeur de ces biens-là, avant abattement de 75, bien entendu. Pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore quelques solutions pour celui qui nous entend et qui se dit « Oh là là, c'est vrai qu'il va falloir que je m'en occupe » pour réduire son ISF aujourd'hui ? Effectivement, il est encore temps de réduire son ISF une fois qu'on l'a calculé et qu'il paraît possible de le... Il nous paraît trop gros. Comme toujours. À ce moment-là, effectivement, on peut effectuer certains investissements ou des dons qui permettront de réduire l'ISF. Si on parle des investissements, ce sont des investissements au capital de PME. On peut effectuer ces investissements en direct ou via, par exemple, par un mandat de gestion de PME. C'est des souscriptions au capital, en augmentation de capital la plupart du temps, ou en création de société. Et là, à ce moment-là, on aura une réduction d'ISF de 50% du montant ainsi investi. La réduction étant elle-même plafonnée à 45 000 €, ce qui est quand même relativement... Ce qui permet déjà de gommer un bel ISF. On peut le faire de façon indirecte au travers de fonds communs de placement l'innovation, FCPI, ou de FIP, Fonds d'investissement de proximité, qui eux aussi permettent une réduction de 50%, mais là, plafonné plus bas à 18 000 €. Pardon. Bon. Je rajouterai que les groupements forestiers sont assimilés, lorsqu'ils exercent dans certaines conditions, ils sont assimilés à des PME et ouvrent la même réduction plafonnée à 45 000 € et de 50%. Eh bien voilà quelques idées mises au clair sur ces déclarations et notamment sur cette déclaration de l'ISF. Merci beaucoup Vincent Dupin pour l'UFF sur BFM Business. Le CAC 40 est toujours à l'étal, 5241 points.